Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, c'est avec Najwa Arduini que nous avons eu l'honneur de pouvoir échanger sur son parcours, mais aussi sur de nombreux autres sujets qui l'animent. Diplômée de l'école spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, puis embauchée chez Vinci, Najwa est aujourd'hui directrice du développement dans l'immobilier et ancienne présidente du club 21e siècle. Najwa est une femme engagée, inspirante et déterminée que l'on voudrait suivre jusqu'au bout du monde. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Karen Rosvold. Bonjour Najwa. Bonjour Karen. Merci beaucoup d'être ici dans les locaux de Télescope. Je t'en prie, ça me fait plaisir. On a eu un petit peu de mal à se voir, mais oui, c'est vrai que c'était un peu speed, mais tout va bien. Tout va bien, on y est. Ma première question, c'est que dans une interview, j'ai entendu que tu parlais du fait que tu étais très motivée par les challenges et tu disais plus j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi, plus j'ai tendance à y aller. Tu travailles du coup dans un milieu d'hommes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette citation elle s'applique beaucoup à ta vie de tous les jours ? Mais en fait, j'ai un vrai sujet avec la notion d'assignation. Et je trouve que la France, elle offre quand même, c'est pas le seul pays d'ailleurs, hein, mais cette possibilité de sortir des cases. Alors, il y a encore quelques difficultés, il ne faut pas faire trop d'angélisme. Mais du coup, je me dis que justement, le fait d'être enfermé dans un rôle prédéfini, dans une mission prédéfinie, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette notion. Et donc, plus de fait, on va me dire que c'est pas tout à fait pour moi, et plus je vais avoir envie de prouver qu'en fait, si. Okay. Et que c'est pas pour l'un ou pour l'autre, c'est pour celui qui a envie en fait d'y être. Généralement ça marche bien. Ça demande de l'effort, il faut pas rêver. Et effectivement, moi j'ai commencé sur les chantiers, donc dans un milieu très très masculin. Ça demande d'être fort, c'est sûr, et puis de gagner de la confiance en soi un peu tous les jours. Mais ça c'est le parcours d'une vie. Justement, on va parler de ton parcours et on va retourner un petit peu dans le passé, notamment à ton enfance. Donc tu as grandi à Mantes-la-Ville, c'est ça ? Oui, exactement. Ok. Et donc tu as eu la chance, tu dis, d'avoir des parents très présents qui t'ont poussé à faire des études car eux n'ont pas pu les poursuivre. Tu dis que tu as une famille aimante qui est une vraie fratrie pour toi. Selon toi, quel rôle joue l'environnement et l'éducation dans la confiance qu'a chacun et surtout dans l'avenir ? En fait, ce que je crois, c'est que, si je reviens encore à notre modèle français, l'école républicaine permet de faire plein de belles choses. Et cette notion d'ascenseur social qu'on entend, pour moi, il existe réellement. En revanche, il y a quand même ce qui se passe en dehors de l'école. Et ça, c'est tout l'environnement familial, social, culturel. Et c'est là-dessus qu'on n'a pas la même égalité des chances. Et c'est là-dessus, justement, que la République, elle doit aller un peu plus loin. Donc, moi, je ne crois pas beaucoup aux parents des missionnaires. Je pense qu'il y a des parents qui ne peuvent pas, qui n'y arrivent pas, mais personne n'a envie de voir ses enfants échouer. Donc tout l'enjeu, pour moi, il est de se dire comment est-ce qu'on fait sortie des bancs de l'école pour qu'on réussisse à rétablir cette égalité des chances. Qu'est-ce que justement tu voudrais retenir comme valeur de ton enfance ? Alors évidemment, je pense qu'un environnement familial aimant, c'est essentiel, et tous ceux qui ont la chance de l'avoir, c'est un vrai booster dans la vie. Donc il y a quand même cet élément-là. Et puis j'ai fait plein de belles rencontres quand même de professeurs. Et ça aussi, tout le monde justement, enfin tout le corps enseignant n'est pas totalement enfermé dans cette reproduction sociale. Donc c'est presque un appel au corps enseignant, afin de leur dire qu'il faut continuer à encourager en fait les gamins d'où qu'ils soient, et encore plus quand leur destin n'est pas forcément écrit de façon totalement linéaire. Et est-ce que tu as actuellement des passions, et est-ce que tu en avais aussi quand tu étais petite ? Une en particulier ? Est-ce que j'ai des passions ? Enfin, j'ai des combats, ça c'est sûr, hein, cette notion d'égalité des chances, de diversité, moi c'est un vrai moteur, et ça m'anime un peu tous les jours. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut l'amener dans nos métiers. En réalité, on peut faire entrer ces notions dans l'entreprise pour une société plus juste. Après, à titre totalement fun, je suis une vraie fanat de plongée. C'est pas très facile en France, mais quand je peux, voilà, j'adore ça. Ok, bah super. Et j'ai remarqué justement que tu parlais pas énormément de toi dans les interviews. Est-ce que c'est une volonté de ta part ou est-ce que ça s'est pas présenté ?
Non, alors je pense qu'effectivement, c'est paradoxal parce qu'à la fois je parle de moi, souvent quand même de mon parcours, de mon histoire, et pas tout à fait de moi, mais parce que je pense que je suis un cas parmi plein d'autres, et en tout cas sur ces modèles de réussite, enfants d'immigrés issus de quartier, voilà, si on prend toute la chaîne, et je suis pas un cas unique, loin de là. Maintenant, je prends la parole sur ce sujet parce que je crois que si on le fait pas, on n'avance pas, et mon objectif c'est de pouvoir embarquer encore plein de gens avec nous. Maintenant, on va revenir. Donc, on a parlé de ton enfance. Maintenant, on va parler un petit peu plus de tes études. Tu as fait un bac S, puis tu es devenu ingénieur après une prépa Maths Sup, Maths P. Et ensuite, tu as intégré l'ESTP, qui est, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas, l'École spéciale des travaux publics de Paris. C'est un parcours qui, justement, peut surprendre pour une femme. Comment ce goût pour le bâtiment a germé dans ta tête et à quel moment de ta vie tu t'es dit « c'est ce que je veux faire plus tard » ? Alors, je me suis absolument jamais dit ça. Ouais. Et même en faisant le STP, qui était en fait la meilleure école dans les concours que j'avais passés et que j'avais eus, je me suis dit, je ne ferai pas de bâtiment. Donc, même avec le diplôme en poche, je refusais d'en faire. Et finalement, j'ai appris à aimer le métier parce que j'ai commencé tout de même par faire du chantier dans une entreprise de bâtiment, mais en me disant que très vite, je basculerais sur des fonctions de développement, de commercial. D'accord. Parce que je pense que j'ai une appétence assez naturelle à ça. Mais j'ai commencé par le terrain et je ne regrette pas du tout parce qu'en fait, on vend quand même beaucoup mieux ce qu'on est capable de construire, de produire d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai appris à aimer le milieu du bâtiment et de l'immobilier et j'y suis bien. Ça arrivait assez tard, mais finalement, pas plus mal. Oui. Et je crois beaucoup à la notion moi, de mentor, en fait. Et mon premier patron de chantier était quelqu'un de passionné par son métier. Et je suis persuadée que ça a beaucoup joué. Ça aide, ouais. Ça, c'est sûr que les mentors, ça aide. Et ça t'a donné envie, tu penses, de faire ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, en tout cas, ça m'a donné envie d'y rester. Après, oui, j'ai basculé tout de même sur des fonctions de développement commercial qui sont néanmoins ce que, à mon avis, je sais mieux le faire. Je sais le mieux faire. Tu dis dans une interview, lors d'une intervention dans BPI France, que tu as saisi des regards à la sortie de l'école, disant « Vous n'êtes pas comme tout le monde, du fait de vos origines étrangères et du fait que tu as grandi dans une banlieue. Comment est-ce que tu fais pour passer outre ces préjugés ?» Alors, je crois profondément, et d'ailleurs beaucoup d'études l'ont démontré, que le déni de francité, il est beaucoup dans le regard de l'autre avant d'être dans ce qu'on pense être. Donc oui, j'ai vécu évidemment quelques scènes qui me ramenaient au fait que j'étais issue de la diversité. Après, moi, je suis quelqu'un qui trace, en fait, et ça revient un peu à ce qu'on disait au début de l'interview. Si finalement, on me laisse entendre que c'est pas tout à fait pour moi, je vais avoir envie de démontrer que si. Ok, en fait. Je vois. Tu es tout de suite rentrée, du coup, chez Vinci en sortant de l'école, d'abord en tant qu'ingénieur travaux sur des chantiers, puis en tant qu'ingénieur commercial. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours depuis tes débuts chez Vinci jusqu'à aujourd'hui ? En fait, j'avais fait mon stage de fin d'études à l'ESTP au sein d'une filiale du groupe Vinci qui s'appelle Petit. Et j'avais fait une étude de marché sur le marché du luxe, évidemment liée à la construction. Et quand l'entreprise a voulu me garder derrière pour mon premier job, on a dealé avec mon patron, parce qu'effectivement, j'avais pas envie de faire de chantier du tout. Mais lui était persuadé que vendre un bâtiment, c'était pas tout à fait la même chose que vendre n'importe quoi d'autre. Donc on avait dealé pour faire au moins 1 à 2 ans de chantier. Et finalement, j'en ai fait quasi 5. Ah oui. Mais parce qu'en fait, c'est un milieu tout de même complexe. Et qu'un chantier, ça dure en moyenne 2 ans. Donc si on a envie d'avoir des bases quelque peu solides, ça vaut le coup de continuer. Donc j'ai fait ça. Mais très vite, ce que je sais le mieux faire, qui est quand même cette relation humaine, cette notion de négociation, d'échanger, de comprendre l'autre, parce que le job de développement et de commercial, c'est quand même d'abord comprendre son client, comprendre un projet, les enjeux. En fait, ça s'est tout de même senti, même dans mon job d'ingénieur travaux. Et donc, assez naturellement pour l'entreprise et pour moi, le switch vers le métier d'ingénieur commercial, puis de responsable de développement et ensuite de directrice de développement, s'est fait assez naturellement. Et est-ce que tu as une très grande fierté, une grande victoire, aussi bien professionnelle que personnelle ? Professionnellement, je suis effectivement très contente d'être là où je suis parce qu'il y a une forme d'aboutissement, ne serait-ce que pour mes parents, finalement, et puis pour moi. Et ça prouve surtout... ça prouve que c'est possible, qu'on peut un peu briser les plafonds de verre. Ça démontre à la génération d'après, notamment issue des quartiers, qu'il y a des parcours de réussite et qu'il faut essayer. Alors,
de se donner les moyens, mais pas que, encore une fois, hein, la République a son rôle à jouer, mais en tout cas ça démontre que c'est possible. Je suis loin d'être la seule, hein, très loin, mais c'est cette majorité silencieuse qu'on a besoin de voir un peu plus. Mais c'est super intéressant, et justement on parlait de plafond de verre, on va parler du club 21e siècle. Tu es rentrée dans le club en 2007, puis tu en as été présidente de 2014 à 2016. Est-ce que tu peux nous parler de cette association aux gens qui ne connaissent pas, puisque tu en as été membre ? Oui, alors le Club 21e siècle, c'est une association qui a été créée en 2004 et dont l'objet est la promotion de la diversité et de l'égalité des chances. Okay. Et en fait, c'est une association qui a été créée parce qu'on s'est rendu compte que même quand on avait les bons diplômes, qu'on avait fait les bonnes écoles, que le parcours était plutôt indiscutable, quand on était issu de la diversité, c'était encore difficile. Okay. Je pense que ça part d'abord d'une méconnaissance de l'autre, d'une peur de l'autre. On a tous des préjugés, tous des biais. Et donc, tout l'enjeu du club, c'est d'abord de se dire, d'accepter cette notion de biais qu'on a les uns les autres et de pouvoir mieux les combattre. Donc, le club, c'est plein d'actions, à la fois sur le volet scolaire et donc éducatif. C'est aussi des actions dans la sphère économique, donc dans le monde du travail. Et l'objectif, c'est soit d'aiguiller sur l'orientation de collégiens, de lycéens. C'est aussi d'accompagner alors, des jeunes femmes issues de la diversité, parce que là, on peut parler de double plafond de verre, via des programmes de mentoring. C'est aussi beaucoup de dîners-débats avec des personnalités politiques, des personnalités du monde économique, pour justement à la fois montrer que 300 membres du Club 21e siècle, c'est quand même une partie de la population française et ça montre que la réussite est possible. Et ces dîners-débats, c'est aussi l'objectif, c'est aussi d'éveiller un peu les consciences et de comprendre ce que les entreprises font ou ne font pas et de les accompagner. On n'est pas du tout dans la dénonciation inutile. On est plutôt dans ce dont on veut. Ce qu'on veut, c'est constater, accompagner et améliorer. Est-ce que pour l'année 2021, il y a des projets pour le club ? Le club a plein de projets. On a créé un fonds éducation, justement, pour être un peu plus présent encore sur ce volet, parce qu'on pense que c'est essentiel et que ça démarre depuis la petite enfance. On continue nos actions de mentoring auprès des jeunes femmes dans le monde des entreprises. On a un annuaire d'administrateurs indépendants aussi, dont la 3e édition devrait voir le jour. L'idée de l'annuaire d'administrateurs indépendants, c'est de se rendre compte que, quand on constate la typologie des administrateurs que l'on a au sein du CAC 40 et du SBF 120, on se rend compte qu'ils ne sont pas très divers, justement. Et donc, c'est un annuaire qu'on propose de façon à les pouvoir piocher dedans avec toujours le préambule et le principe de base, c'est la compétence avant le reste. Donc, mais on nous a trop répondu, on ne sait pas où les trouver, donc le club accompagne les entreprises justement pour trouver ces bons profils issus de la diversité. Et est-ce que c'est difficile parfois de se confronter à des jeunes qui ont perdu un petit peu tout espoir et pour qui l'accès aux études est parfois inaccessible, pour eux dans leur tête en tout cas ? Oui, c'est difficile, bien sûr, c'est difficile de redonner espoir à des gens qui n'en ont plus. Alors, on est loin d'être les seuls, le Club 21e siècle, et je pense même qu'il y a des associations de quartiers qui sont encore plus présentes sur le territoire et sur chaque micro-territoire qui font des choses extraordinaires. Mais on est un des maillons, en fait, je trouve, de cette chaîne. C'est-à-dire que l'une des actions du club aussi, c'est d'aider, via d'autres assos, à trouver, par exemple, des stages à des élèves de 3e. Parce qu'on sait très bien que les stages de 3e, ça n'est que du réseau. Et que quand on est issu d'un milieu social un peu défavorisé et plutôt excentré, géographiquement, c'est très compliqué d'avoir du réseau. Donc, il y a ceux qui sont sur le terrain quotidiennement et qui vont aider ces jeunes sur le volet parfois civique, simplement, confiance en soi. Et puis le club va être plus en amont de la chaîne et essayer justement d'exploiter son réseau, parce que c'est quand même des très très beaux profils qu'on a. Et de pouvoir faire profiter ce réseau à ceux qui n'en ont pas. C'est vrai que les stages, c'est un vrai problème. Même pour ceux qui font des études, ça reste extrêmement compliqué à trouver. Bien sûr. Alors j'imagine que si des fois on a un peu moins de motivation et qu'on n'y croit pas, c'est quasiment impossible, quoi. C'est infernal. Et en fait, c'est le début du découragement total. Donc c'est le début, en plus la 3e, donc c'est dommage. Oui, bien sûr. Et puis on le retrouve après avec les étudiants, encore plus aujourd'hui dans le contexte sanitaire dans lequel on est. Donc moi, je crois beaucoup à la théorie du petit colibri, c'est-à-dire que certains vous diront à quoi ça sert à mon échelle, je ne vais pas changer le monde. Mais en fait, si on réagit tous comme ça, on ne fait plus rien. Et moi, je crois que si on a le sentiment et qu'on a la preuve qu'on a aidé au moins une personne, on a déjà fait beaucoup.
Donc il ne faut pas du tout se décourager et se dire que si je ne change pas le monde, autant rien faire. Est-ce que justement parfois tu as été confronté à un moment donné dans ta vie, notamment par rapport au club 21e siècle, tu as été confronté à des gens qui n'étaient pas du tout en raccord avec tes valeurs à toi? Et comment tu réagis face à ces gens-là? Est-ce que tu dis, bon, c'est pas grave? Alors oui, j'en ai rencontré plein et je continue d'en rencontrer. Moi aujourd'hui j'ai 38 ans, je suis arrivée au club, c'était il y a plus de 10 ans. Je pense que j'ai aussi changé, je me suis aussi assagie. J'avais plus de rage en moi, je pense, à 25 ans qu'aujourd'hui. Et donc j'étais moins dans la pédagogie, dans l'acceptation, qu'en fait la différence, que la non-acceptation vient de la peur de la différence. Aujourd'hui, très clairement, et depuis un moment, je suis plus dans la pédagogie, dans l'écoute. Alors, il y en a avec qui on peut rien faire. Hein. Il y en a, ce sont des cas... perdu. Voilà, cas perdus. Et c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est encore parfois difficile d'entendre quelques préjugés, quelques énormités. En revanche, je crois que l'une de mes forces, c'est de ne jamais laisser rien passer. Et ça, j'ai compris que quand on est dans son bon droit, faut pas avoir peur de dire les choses. Et qu'en fait, personne peut vous reprocher de reprendre quelqu'un, quel que soit son titre, hein, d'ailleurs, quel que soit son job, quelle que soit sa position hiérarchique dans une entreprise même. Il faut pas tout accepter. Ça, il faut absolument se l'interdire. Mais on peut dire les choses avec le sourire, avec pédagogie, en étant droit dans ses bottes. Et puis ça marche pas, tant pis, quoi. Et puis s'il n'a pas compris, tant pis, mais voilà. Au moins on est reparti en se disant j'ai pas tout accepté, quoi. Je suis d'accord. Et il y a eu principalement des femmes qui ont été à la tête du club, comme Rachida Dati ou Ramayad. Est-ce qu'il y a une raison à cela ou c'est un pur hasard? Non, c'est un pur hasard. D'ailleurs, il n'y a pas eu principalement des femmes, hein, parce qu'en réalité, Ramayad n'a pas été présidente du club. Il y a bien eu Rachida Rachida Dati a fondé le club avec Hakim El Karoui. Mais non, en fait, il y a une vraie alternance. D'accord. Je pense qu'on retient ces noms-là parce elles ont eu des carrières politiques et qu'elles sont plus visibles. Mais Hakim El Karoui est le fondateur du club et c'est un essayiste brillant. On a Amadou Ngom qui est un patron d'une SS2I. On a eu Jacques Galvani, alors qui est aujourd'hui adjoint à la mairie de Paris, mais qui a eu une carrière d'abord économique. Donc non, je pense que c'est assez paritaire en fait. Ok, bon bah tant mieux. Ouais. Est-ce que tu penses qu'une femme dans un monde d'hommes, ça t'a parfois plus porté préjudice ou au contraire, ça a été parfois un atout? Alors, je crois qu'une femme dans un monde d'hommes, en fait, ça dépend de ce qu'on en fait. Mais c'est forcément compliqué parce qu'il y a toujours cette notion de confiance en soi qu'il faut trouver et assez vite. Il faut être bien dans ses baskets. Moi, ça me semble essentiel. Parce que simplement, l'entreprise, c'est un lieu qui a été créé par des hommes, pour des hommes d'abord, il y a très longtemps. Et c'est juste l'histoire de notre société qui veut ça. Moi, je ne crois pas que les hommes ne veulent pas de nous. Je crois surtout qu'en fait, là, encore une fois, l'entreprise s'est construite avec beaucoup, beaucoup d'hommes, donc ils sont plus nombreux. Maintenant, je ne crois pas non plus à la théorie de faut laisser faire le temps. En fait, c'est pas vrai. Et on l'a vu avec la loi Copé-Zimmermann. Le fait d'imposer un certain pourcentage dans les conseils d'administration, ça a bougé les lignes parce qu'il a fallu que sur la ligne d'en dessous, donc dans les COMEX, ça bouge aussi. Et très clairement, ça a apporté. Donc c'est pas tous les jours très facile, mais si en fait on se dit qu'on est légitime par nos compétences et parce qu'on est, voilà. En tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas y être. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Et il faut continuer à se battre, mais on a notre place et donc il faut continuer d'y aller. Il faut s'assumer. Mais est-ce que dans le domaine du bâtiment et même de l'immobilier, c'est pas quand même un petit peu plus difficile que dans d'autres domaines ? Alors, c'est assez paradoxal parce que, d'ailleurs, la question était justement posée. C'est parfois beaucoup plus dur et c'est parfois, oui, un plus parce qu'en fait, il y a eu une prise de conscience quand même sociétale sur le fait qu'il y a eu moins de femmes dans ces milieux-là et que c'était pas normal. Donc, à compétences égales, parfois, je pense qu'aujourd'hui, certains, entre un homme et une femme, peuvent se poser, en tout cas, 2 fois la question sur le choix d'un candidat. Ce qui ne se faisait peut-être pas avant. Le fait qu'il y ait moins de femmes aussi, du coup, ça fait que la femme est plus unique dans tout un milieu d'hommes et c'est peut-être plutôt du coup un atout. Oui, sauf quand elle tombe dans une équipe où les hommes n'ont pas envie et qu'ils étaient très bien entre hommes et là ça va pas être un atout non plus. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Okay. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même pas simple. Voilà. Ça a été ton cas Non, alors moi je me suis retrouvée parfois dans des entreprises où j'étais dans un codir élargi, notamment où j'étais la seule femme. Mais
à partir du moment où je me sentais légitime dans mon job, ça me fait pas peur, mais c'est aussi parce que je suis intrinsèquement faite comme ça, c'est-à-dire que encore une fois, plus on va me dire ta place n'est pas là, et plus j'aurai envie de dire bah si, en fait elle y est, puis je vais bien m'y accrocher en fait, les gars. Ok, c'est un peu justement ma prochaine question, qui est qu'à travers les interviews que j'ai pu voir de toi, j'ai remarqué que tu dégageais une très forte confiance en toi. Et je le vois là aussi justement. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es un petit peu forcée parce que tu es une femme, parce que tu travailles dans le bâtiment? Est-ce que c'est lié à ton enfance, que tes parents t'ont donné? Si tu pouvais donner un conseil aux femmes surtout qui n'ont pas cette confiance-là. En fait, alors je sais pas si j'ai une très grosse confiance en moi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai sur les combats que je mène, en tout cas d'une société plus juste, je les trouve tellement indiscutables et tellement fondés qu'effectivement je pourrais soulever des montagnes pour ça. Et je pense que c'est ce qui se dégage dans la façon dont j'aborde les sujets. Mais la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille en réalité tous les jours. À mon avis, l'une de mes forces, en tout cas sur ce sujet, c'est le fait que très vite, j'ai pris conscience de la multiplicité et de mon altérité, et avec laquelle je suis très, très à l'aise. Parce que oui, je suis d'abord française, issue de l'immigration, je travaille dans un monde d'hommes, et en fait, c'est tout ça à la fois, et ça ne me gêne absolument pas. Et je suis très contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc je pense qu'à partir du moment où on accepte ce qu'on est, où on accepte de se dire que oui, on n'est pas comme les autres, et que c'est pas grave, mais qu'en fait, chacun est unique en réalité. Si on doit creuser sur les altérités de chacun, on se rendra compte qu'il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Ce qui est essentiel, c'est d'être très vite bien dans ses baskets. Je trouve aussi qu'aujourd'hui, il y a plein de programmes qui se sont développés justement de mentoring, d'accompagnement, et qu'il ne faut absolument pas hésiter à profiter de tout ce que les entreprises, les associations proposent. Moi, j'ai eu cette chance, et j'ai toujours cette chance inouïe d'être au Club 21e siècle, et parce que c'est un club de personnalités, de personnes très riches. Je pense qu'on s'apporte les uns aux autres, et je crois beaucoup à la valeur humaine, je crois beaucoup aux rencontres. C'est aussi ce qui fait que je fais ce métier de développement, c'est que j'aime profondément les gens, en fait, et si on se donne la peine de s'écouter et d'apprendre à se connaître, ça enrichit beaucoup. Donc la confiance, elle se travaille un peu tous les jours. Et c'est pas toujours très simple. Non, c'est sûr. Faudrait pas que les gens croient qu'il n'y a jamais de coups bas. Évidemment qu'il y a quelques petits coups de mou, en tout cas, et pas des coups bas, mais voilà, il faut se relever. Et tu parlais de mentor, justement, tu dis que tu en as eu un. Est-ce que tu en as eu d'autres? Et qu'est-ce qui t'ont apporté? Alors, je sais pas si j'ai eu un mentor. Ce que je dis surtout, c'est qu'au sein du club... oui, il y a une forme de mentorat qui se met en place, ne serait-ce que quand je l'ai présidé. Mes prédécesseurs ont été très présents pour me conseiller, pour échanger, et parce que j'avais envie aussi d'une vraie continuité. En fait, je trouve que c'est essentiel, et c'est ce qu'on peut reprocher parfois à ceux qui nous gouvernent. Il y a quand même un côté, j'arrive, je prends un mandat, c'est absolument pas comparable, attention, mais on a envie de continuité pour les choses qui marchent. Donc mes prédécesseurs avaient hyper bien bossé au club, j'avais aucune raison de ne pas poursuivre, et donc oui, il y a une forme d'accompagnement qui se fait et qui est essentielle. Et avec l'influence que tu as acquise au sein du club, est-ce qu'il y aurait d'autres actions que tu voudrais mener pour un petit peu changer le monde à ton échelle? Je pense qu'on ne peut pas mener tous les combats, en fait, et qu'on n'a pas la légitimité non plus de mener tous les combats. Alors je suis assez admirative de ceux qui en mènent 25 à la fois. Moi, je pense que le sujet de la diversité et de l'égalité des chances, on n'est pas du tout encore arrivé au bout en France. Et qu'après tout, puisque c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps, et je me dis autant de continuer à capitaliser, en fait, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc me concentrer là-dessus et continuer à avancer sur mon job, qui est un job dans lequel je m'épanouis, je pense que c'est déjà pas mal. Comment tu fais justement pour rester aussi positive et réussir à te projeter vers l'avenir? Je suis positive parce que j'ai vu une vraie avancée quand même, en fait. Il suffit de se balader dans les couloirs d'une entreprise et on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus de gens issus de la diversité qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. Et c'est donc que ça marche, en fait. Il y a pas peu de temps encore, dans un article des Échos, on voyait que les grandes écoles se mobilisaient encore pour faire preuve de plus d'égalité des chances, plus de diversité. Je trouve que il y a des prises de conscience. Alors parfois, c'est de l'affichage, et de plus en plus, depuis 10 ans, ça n'en est pas. Et les résultats sont quand même là. Évidemment qu'il y a encore des
des endroits et des milieux dans lesquels c'est très très compliqué. Mais justement, il ne faut pas du tout baisser les bras parce qu'il y a eu des avancées et donc je pense qu'il faut qu'on les poursuive. Et toi, tu te vois où dans 10 ans ? J'en sais rien. je me verrai, je serai là où j'aurai avancé, mais non, je sais pas dire moi où je me vois dans 10 ans. Je sais où je suis aujourd'hui. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, je crois. Est-ce que tu as quand même des projets qui sont prévus pour les mois à venir ou je change de job là, donc déjà ça va être un vrai projet. Un vrai challenge. En plein Covid, sur des sujets d'immobilier de bureau qui sont quand même très discutés en ce moment. Donc il y a des vraies choses à réinventer. Dans ce milieu-là, et puis sur les sujets, encore une fois, d'une société plus juste, on n'est pas au bout, donc je vais continuer à avancer pas là-dessus. En tout cas, c'était ma dernière question, donc c'est très bien de finir là-dessus. Du coup, on peut souhaiter que ton nouveau travail te plaise, que tu t'épanouisses dedans. Et merci de porter une vraie attention aussi à ces types de parcours qui, encore une fois, ne sont que le reflet d'une grande majorité silencieuse. C'est hyper intéressant, on veut justement que les gens puissent s'appuyer sur ce genre de témoignages pour y croire, c'est le but. Et tant mieux. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode d'Avenir. Le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.